Bonjour les 5e C, ici Madame Rabier, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la correction des activités de la séance 4 d'écrire un nouveau monde. Pour commencer, on va relire ensemble le texte que je vous avais donné. Donc ce texte, c'est un extrait du Monde perdu, vous avez dû lire Kans, le roman écriture Connell, vous savez, le même auteur qui a écrit les Sherlock Holmes. Dans ce roman, des explorateurs partent en Amérique du Sud, donc vous vous souvenez, chercher la possible existence de dinosaures qui auraient survécu au fin fond de l'Amazonie. Donc nos explorateurs traversent la forêt amazonienne et Malone, le journaliste qui accompagne l'expédition et qui raconte l'histoire, fait une description de la forêt amazonienne. Comment pourrais-je jamais oublier leur mystère solennel? La hauteur des arbres et l'épaisseur des troncs dépassaient l'imagination du citadin que je suis. Ils s'élançaient en colonnes magnifiques, jusqu'à une distance énorme au-dessus de nos têtes. Nous pouvions à peine distinguer l'endroit où ils répandaient leurs branches latérales en cintres gothiques. Ceux-ci se combinaient pour former un grand toit matelassé de verdure, à travers lequel un éventuel rayon de soleil dardait une ligne étincelante qui perçait ici ou là l'obscurité majestueuse. Tandis que nous avancions sans bruit sur le tapis doux et épais de la végétation pourrissante, le silence tombait sur nos âmes, le même que celui qui nous enveloppe au crépuscule dans une cathédrale. Et, miraculeusement, la voix tonnante du professeur Challenger se mua en un murmure décent. Si j'avais été un explorateur solitaire, j'aurais ignoré les noms de ces géants monstrueux. Mais nos savants étaient là. Ils désignaient les cèdres, les immenses peupliers soyeux, les arbres à gomme, et toute une profusion de plantes diverses qui ont fait de ce continent le principal fournisseur de la race humaine pour les produits du monde végétal, alors qu'il est le plus rétrograde pour les produits de la vie animale. Des orchidées éclatantes et des lianes merveilleusement colorées illuminaient les troncs bistrés. Là où une tache de soleil tombait sur l'alamanda dorée, ou sur le bouquet d'étoiles écarlates du taxonia, ou sur le bleu profond de l'hypomaea, une féerie de rêves nous ensorcelait. Dans ces grands espaces de forêt, la vie, qui a l'obscurité en horreur, combat pour grimper toujours plus haut vers la lumière. Toutes les plantes, même les plus petites, dessinent des boucles et se contorsionnent au-dessus du sol vert. Elles s'enroulent pour accoupler leurs efforts. Les plantes grimpantes sont luxuriantes et gigantesques, mais celles qui n'ont jamais appris à grimper pratiquent pourtant l'art de l'évasion hors de cette ombre triste. La vulgaire ortie, le jasmin et même les palmes jacitara enlacent les rameaux des cèdres et se développent en extension jusqu'à leurs cimes. Parmi ces nefs majestueuses qui s'étendaient devant nous, nous ne décelâmes aucune manifestation visible de la vie animale. Mais le perpétuel au-dessus de nos têtes, loin au-dessus, nous suggérait le monde innombrable des serpents et des singes, des oiseaux et des insectes, qui se tournent eux aussi vers le soleil et qui devaient regarder avec étonnement nos silhouettes sombres, minuscules, chancelantes, perdues au sein des immenses profondeurs de la forêt vierge. Au lever du jour et au crépuscule, les singes hurleurs gémissent en chœur, et les perruches jacassent. Mais durant les heures chaudes, seul le vrombissement des insectes, tel le grondement d'un lointain ressac, remplit l'oreille, sans que cependant rien ne bouge dans ce paysage de troncs, se fondant les uns dans les autres dans l'obscurité qui nous domine. Une seule fois, une créature aux pattes arquées tituba lourdement parmi les ombres. Un ours ou un fourmilier. Ce fut l'unique manifestation de vie au sol que je perçus dans la grande forêt de l'Amazon. Voilà pour le texte. On va passer à la correction des questions que je vous avais données. Première question. Que ressentent les explorateurs face à ce paysage? Leur semble-t-il réel? Alors, première chose qu'on va faire remarquer dans ce texte, c'est la prédominance du champ lexical. Souvenez-vous, champ lexical, ensemble de mots qui appartiennent à un même thème. Donc, prédominance du champ lexical, de la grandeur. Regardez, je l'ai surligné en jaune dans le texte. On a énorme, grand, majestueux, géant, immense, grand, encore une fois, gigantesque, majestueux, encore une fois, qui est répété, immense. Donc,
ce paysage, on sait déjà qu'il est grand, qu'il est immense. Et en plus, il est plutôt impressionnant. Regardez l'adjectif majestueux et luxuriant. Donc ça veut dire que c'est un paysage extrêmement riche. Donc ce champ lexical, il nous montre à quel point cette forêt, elle est grande et à quel point elle est disproportionnée pour eux, parce que eux se sentent tout petits à côté. Et ce paysage, est-ce qu'il leur semble réel? Eh bien, pas tant que ça, parce qu'il est tellement grand et il est tellement extraordinaire pour eux que ce paysage, il leur paraît presque magique. En effet, regardez, j'ai mis en rouge, ils nous disent que une féerie de rêves nous ensorcelait. Ils sont littéralement envoûtés par ce paysage. Et on va voir un petit peu plus tard d'ailleurs qu'il y a presque un côté religieux dans ce texte. Mais dans cette fascination qu'ils ont pour cette forêt, il y a également, donc on nous parle d'une féerie qui ensorcelle, mais qui est-ce qui ensorcelle? Normalement, c'est la sorcière. Et la sorcière, quand elle vous jette un sort, c'est pas forcément bon. Donc c'est une fascination un petit peu menaçante. Et d'ailleurs, à un moment donné, on nous parle de ces géants monstrueux en parlant des arbres et des plantes, donc des géants monstrueux. Si c'est monstrueux par la taille, mais c'est monstrueux parce que ça fait presque peur. Donc ces personnages, face à ce paysage, ils se sentent un peu écrasés, ils sont fascinés, mais ils se sentent aussi un peu menacés. Question suivante. Quels sont les adjectifs qualificatifs qui caractérisent le nom silhouette à la ligne 24? Que révèle-t-il sur les sentiments des personnages? Regardons ligne 24. Et qui devait regarder avec étonnement nos silhouettes, on a notre nom ici, sombres, minuscules, chancelantes, perdues, au sein des immenses profondeurs de la forêt vierge. Donc là, on a une énumération, souvenez-vous, énumération c'est quand on fait une liste, on a une énumération d'adjectifs, sombres, minuscules, chancelantes, perdues. Et clairement, ces adjectifs, ils s'opposent d'une certaine manière à cette grandeur de la forêt, puisque eux se sentent minuscules et ils se sentent perdus. D'ailleurs, si on regarde ailleurs dans le texte, par rapport au sentiment des explorateurs, ils disent eux-mêmes qu'ils se sentent dépassés, que les troncs dépassent l'imagination de Malone, et qu'ils se sentent également enveloppés ou alors dominés. Donc clairement, les explorateurs, ils sont un petit peu en infériorité numérique face à autant d'arbres et autant de grandeur. Question 3. Par quel sens l'explorateur perçoit-il les plantes et les animaux? Malone, qui est celui qui nous fait la description, il va principalement utiliser deux sens, la vue et l'ouïe. Alors, voyons voir comment le champ lexical de la vue se développe dans le texte, je l'ai mis en bleu. Il nous dit qu'il a du mal à distinguer, c'est-à-dire à voir. Parce que un paysage, donc ça il nous décrit, donc il pour nous décrire le paysage, mais il va également essayer de nous décrire ce qu'il entend. Et là, pareil, en fait, il n'entend pas grand-chose, puisque il faut s'imaginer, on n'est pas dans une forêt où on marche sur des cailloux et où ça fait du bruit quand on marche. Non, on est dans une forêt où il y a plein de plantes de mousse sur le sol, qui fait que quand on marche sans bruit, comme sur un tapis doux et épais de végétation pourrissante, il nous dit. Donc déjà, eux, quand ils marchent, ils ne font pas de bruit. Et d'habitude, le professeur Challenger, donc personnage que vous connaissez maintenant, qui est plutôt quelqu'un qui veut toujours avoir raison et qui parle plus fort que les autres, eh bien pour une fois, le professeur Challenger, il baisse la voix, il change de ton, et sa voix tonnante devient un murmure décent. Donc, les explorateurs, eux, ils font peu de bruit. En revanche, les animaux, on les entend. On les voit pas. On les voit rarement, mais on les entend. Il nous explique en effet que des singes hurleurs germissent en chœur, qu'on entend les perruches jacasser et qu'on entend le vrombissement des insectes, qui ressemble à un grondement un petit peu proche de celui de la mer, et donc qui remplit l'oreille. Donc, si on regarde les sens que Malone utilise, il utilise la vue et l'ouïe, mais la vue, elle est peut-être pas si utile que ça parce que c'est obscur, et l'ouïe, ils n'entendent pas grand-chose. Donc, encore une fois, on peut se dire que les explorateurs se sentent un peu menacés et qu'ils ont raison d'avoir peur. Ils sont dans le noir et ils n'entendent pas très bien. B. Décrire la forêt.
Alors, les noms des plantes, trouvez une plante brune, jaune, rouge et bleue. Bon là, c'était simple, on va pas s'attarder. Quand vous regardiez dans la deuxième partie du texte, vous aviez une description des plantes. Alors, j'essaye d'en trouver. Donc, on nous parle des orchidées éclatantes et des lianes. Alors ça, encore, des orchidées et des lianes, vous savez à quoi ça ressemble. En revanche, je suis quasiment sûre que beaucoup d'entre vous ne savaient pas ce qu'était l'Hippomea ou alors l'alamanda. Donc, ce sont des plantes exotiques qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, Malone nous le dit, si j'avais été un explorateur solitaire, j'aurais ignoré les noms de ces géants monstrueux, de ces plantes qu'il croise. Et comment fait-il, Malone, pour connaître les noms? Il les connaît grâce aux savants qui sont avec lui, donc c'est-à-dire le professeur Challenger et le professeur Summerlee, qui sont des spécialistes et qui du coup connaissent les noms de ces plantes. Et ces plantes, en effet, elles sont de toutes les couleurs, regardons. Là, il y a une tache de soleil qui tombait sur l'alamanda dorée ou sur le bouquet d'étoiles écarlate, donc écarlate c'est rouge, du taxonia, ou sur le bleu profond de l'Hippomea. Donc du doré, du jaune, du bleu, du rouge, et également le vert, on peut imaginer des lianes et des arbres. On est face à des couleurs assez vives, des couleurs assez primaires. Donc ça marque beaucoup l'œil. Enfin, question 5. Lisez attentivement les lignes 1 à 8. À quoi la forêt est-elle implicitement comparée? Alors, on relit les lignes 1 à 8 très rapidement. Il s'est lancé, donc il parle des arbres, en colonnes magnifiques, jusqu'à une distance énorme au-dessus de nos têtes. Nous pouvions à peine distinguer l'endroit où ils répandaient leurs branches latérales en cintre gothique. Ceux-ci se combinaient pour former un grand toit matelassé de verdure, à travers lequel un éventuel rayon de soleil dardait une ligne étincelante qui perçait ici ou là l'obscurité majestueuse. Tandis que nous avancions sans bruit sur le tapis doux et épais de la végétation pourrissante, le silence tombait sur nos âmes, le même que celui qui nous enveloppe au crépuscule dans une cathédrale. Et oui, en fait, la comparaison implicite qu'on a dans tout ce paragraphe, c'est que cette forêt, elle ressemble un petit peu à une cathédrale. Et oui, les arbres, ils ressemblent à des colonnes. Alors, des cintres gothiques, alors ce qu'on appelle des cintres gothiques, ça va désigner les voûtes, en fait, de cette cathédrale. Au sol, on n'a pas un sol, on a un tapis. Hein, et en plus, on voit que les personnages, ils ressentent le même sentiment dans cette forêt que comme s'ils entraient dans une cathédrale, parce que c'est sombre, une cathédrale, et c'est silencieux, ce qui vous impose de rester assez respectueux quand vous rentrez dans une cathédrale ou dans une église, vous restez respectueux et vous restez silencieux surtout. Donc, d'ailleurs, si on va plus loin, on voit qu'à un moment donné, il nous parle de ces nefs majestueuses. Alors, le mot nef, on l'a déjà croisé, on a dit qu'une nef, ça pouvait désigner un bateau. Mais le mot nef, en architecture, et notamment en architecture religieuse, ça désigne la partie centrale d'une basilique, d'une grande église, d'une cathédrale. Donc, clairement, Malone est en train de comparer la forêt vierge à une cathédrale. Et c'est là qu'on va voir que cette comparaison, vous voyez, elle s'étire un petit peu sur tout le texte. Il suffit pas, il dit pas juste au début du texte, la forêt, elle ressemble à une cathédrale. Non, il va semer des indices, là, colonnes, cintres, toits, tapis, nef, un petit peu partout dans le texte. Et quand on fait une comparaison comme ça qui s'étend sur tout un texte, on va appeler ça une métaphore filée. Alors, vous vous souvenez ce que c'est qu'une métaphore? Une métaphore, c'est quand on fait une comparaison sans utiliser de comparaison. Donc on ne dit pas comme ou tel que. Eh bien, une métaphore filée, c'est une suite de métaphores et de comparaisons qui suivent un même thème dans tout le texte. Voilà ce qu'est une métaphore filée.